Voilà, alors nous allons écouter maintenant donc, Jim Gabarret, qui est chercheur associé donc, à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et membre du Centre de recherche sur le nouveau réalisme. Il a travaillé donc, sur la persistance des objets et plus récemment donc, sur la question de l'art dans l'intelligence artificielle. Et il est l'auteur d'un ouvrage à paraître aux presses universitaires de France, L'art des IA. Alors le titre de sa présentation, c'est L'art des IA et le critère de l'intentionnalité. Merci beaucoup. Merci donc Jacques-Henri Vollet, Alexandre Declos pour l'invitation. Merci à Alexandre Geffen aussi pour cette première présentation qui a ouvert la matinée avec de nombreux exemples artistiques stimulants. On en a déjà parlé précisément dans le séminaire Culture IA, mais j'aborde beaucoup de ces questions philosophiques dans un livre à paraître en effet en septembre, L'art des IA. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un critère dont on a déjà beaucoup parlé hier, à savoir celui de l'intentionnalité. Et je remercie les intervenants donc, de la journée d'hier qui ont insisté à plusieurs reprises sur l'importance, l'intérêt heuristique, épistémique de prêter disons, à des états intentionnels au texte, notamment des LLM, tout en les distinguant des dialogues que nous pouvions avoir, par exemple, avec des interlocuteurs humains. Mais précisément, je vais m'arrêter sur un aspect de l'intentionnalité qui est moins directement lié aux grandes questions épistémologiques de la vérité, de la fiabilité de l'information, et davantage sur la nature esthétique des communications donc, et des œuvres peut-être que nous offrent les IA génératives. Donc, je vais d'abord commencer par quelques questions intrigantes, classiques d'une certaine philosophie de l'action. Que reste-t-il du fait que l'IA robotique, AIDA par exemple, lève le bras pour peindre si l'on en soustrait le fait que son bras se lève ? Si l'on dit qu'il ne reste rien, a-t-on dit quelque chose plutôt de l'action en général ou de l'absence d'intention des IA? Et si l'on admet qu'il y a une intention programmée par exemple par les programmeurs de ce robot dirigé par intelligence artificielle, eh bien, est-ce une simple intention agentive fonctionnelle ou bien une intention créative? Il me semble qu'on peut dire tout de suite que le cas d'un robot comme AIDA est assez différent d'un robot de chaîne de montage qui peint une carcasse de voiture dans le déterminisme total ou d'un robot aspirateur qui renverserait par hasard un pot de peinture et l'étalerait dans notre salon par pur accident. Il semble donc qu'il y ait quelque chose comme une peinture d'après modèle dont est capable le robot AIDA, qui agit dans une forme d'imprévisibilité indéterministe, mais en même temps guidé vers des résultats sensés, satisfaisant certains critères du monde de l'art et des attentes des usagers, au point qu'on pourrait dire qu'il y a de l'intentionnalité, bon, si ce n'est, on va en discuter dans le processus créatif, du moins au moins dans le résultat, à savoir l'œuvre que nous apercevons ici, qui est un autoportrait d'AIDA. Alors, on vient un peu d'en parler, mais il y a en fait divers usages des IA génératives en art. D'une part, de la part d'artistes professionnels, soit qu'ils aient déjà travaillé dans un domaine technique et soient arrivés à l'art à partir d'un travail sur les algorithmes, soit qu'au contraire, ils viennent du monde de l'art et se soient mis à l'IA. Il y a des programmes grand public, et là déjà la question est plus complexe de savoir s'ils font de l'art, s'ils permettent aux usagers ordinaires qui n'auraient pas de talent artistique d'entrer dans le monde de l'art. Ils fonctionnent soit sur des modèles donc, de GAN, en quelque sorte d'autocritique, soit par diffusion, et la plupart du temps avec une diversité de styles, mais à qui on adresse souvent le reproche de plagiat. Et puis, certains prétendent donc, et c'est le cas le plus compliqué peut-être, que l'IA elle-même peut être artiste sous une forme robotique, donc AIDA par exemple, ou même une forme algorithmique. C'est le cas notamment du modèle AICAN, développé par Ahmed El Gamal à Rutgers University, qui prétend n'être finalement que le promoteur et l'accompagnateur d'un artiste qui serait purement donc son IA,
qu'il appelle un CAN et non un GAN, donc un Creative Adversarial Network, puisqu'il évite la moyennisation dont on parlait, en cherchant donc à s'écarter le plus possible de la moyenne de la courbe de Gauss de ces modèles d'entraînement, tout en restant dans une forme artistique acceptable. Alors, El Gamal a présenté les travaux de son NAICAN à un public et il affirme donc que les spectateurs perçoivent en général ces œuvres comme intentional, visually structured, communicative and inspiring. Donc, notamment ce qualificatif d'intentionnel, les spectateurs, donc informés de l'origine artificielle de l'œuvre, ont en général des biais de préférence anthropocentriques qui persistent, mais il semble en tout cas que face à ces œuvres, ils arrivent à être touchés et en tout cas en avoir une lecture sensée. Donc la question que je pose, c'est de savoir si on peut attribuer une nature intentionnelle artistique à ces processus créatifs et à leurs résultats. Il semble en tout cas que, comme Alexandre l'a dit, une large part des déconstructions et des dédéfinitions de l'art contemporain au XXe siècle l'y autoriseraient. Et en même temps, il y a tout un ensemble de mouvements de réaction qui d'ailleurs réactivent certains présupposés sur la nature intentionnelle de l'art, sur l'octorialité, qu'on pensait défaits par l'histoire du XXe siècle. Donc ça cristallise aussi tout un ensemble de problèmes et de réactions intéressants. Donc, voilà les questions que je pose. La place de l'IA en art interroge son statut de simple outil pour des artistes. Il semble qu'en effet, on puisse rapidement parler d'une artification des productions artistiques faites par des artistes, mais je pose la question peut-être un peu plus délicate, le défi intellectuel de demander s'il y a un ajout créatif propre à la technologie elle-même, propre à l'IA elle-même, qui permettrait peut-être d'y voir même une sorte d'agent de création, voire d'une artiste elle-même. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'on envisage la possibilité de la création artificielle et par exemple, dans les années 90, Margaret Boden semblait déjà accorder à l'IA quelque chose comme une créativité combinatoire, exploratoire des motifs, on va en reparler, si ce n'est transformationnelle. Mais aujourd'hui, donc, une des lignes principales de la critique est d'accuser au contraire cet art d'une incapacité créative et de le réduire à une forme de plagiat, de reproduction du même, en particulier donc de reproduction de ces modèles d'entraînement. Tout un ensemble de traditions critiques de l'art informatique, de la cybernétique et maintenant de l'IA lui reproche donc un manque d'intentionnalité. J'ai énoncé quelques-unes de ces traditions, aussi bien donc une tradition phénoménologique qui reprocherait à l'IA et auparavant chez Merleau-Ponty à la cybernétique un manque de corporéité, d'attache sensible dans le monde, là où l'artiste prêterait son corps au monde, l'IA ne pourrait pas avoir de voir spécifique et de point de vue qui nous révélerait, à nouveau ferait le monde. Tradition deleuzienne qui en ferait, disons, un pur calcul et un code sur du numérique, là où l'artiste créerait un diagramme à partir là aussi de sa vie incarnée et de son rapport aux virtualités. Une tradition stiglerienne, peut-on dire, technocritique, qui reprocherait la prolétarisation des sensibilités qu'apporte donc l'IA aujourd'hui, et puis une tradition analytique qu'on peut faire remonter à John Searle notamment, et que je commenterai un peu dans cet exposé. Donc aujourd'hui, on trouve de nombreux textes, on en a un peu parlé hier aussi, qui reprochent à l'IA un manque de représentation du monde extérieur. Par exemple, le livre récent d'Éric Sadin, La vie spectrale, qui considère qu'il y a dans ces formes génératives, par exemple picturales, une rupture fondamentale avec un lien intentionnel au réel qui était propre à toute la tradition artistique jusque-là, et finalement qui réduirait l'IA à une pure machine à calculer dans le logos qui l'emporterait sur l'image.
On reproche aussi à ces programmes de manquer d'une intériorité à exprimer. Là aussi, c'est une question d'intention créative en même temps que de rapport intentionnel à soi-même qui manquerait à l'IA. Et ce trait, on va le noter, est souvent relié à la question du manque de conscience qu'aurait l'IA comme programme algorithmique. Il lui manquerait donc quelque chose comme une vie consciente et incarnée, d'où le fait, par exemple relevé par Maurizio Ferraris, qu'il n'y aurait jamais d'intention créative propre dans un programme, puisque tout simplement, il n'aurait pas de vie intérieure et notamment d'angoisse à sublimer dans l'art. Il n'aurait pas peur de la mort, il n'aurait donc rien à dire et ne serait au mieux qu'un outil dans les mains de l'humain. J'ai essayé d'aborder dans certains des textes à paraître ou récemment parus les arguments qui pourraient répondre à ces manques intentionnels du côté de la tradition phénoménologique. Je les indique ici en passant. Mais je vais aborder donc le problème propre de l'intentionnalité d'une manière transversale à ces traditions, puisqu'il est souvent considéré, ce critère est souvent considéré dans la philosophie analytique également comme, disons, un critère essentiel du geste artistique. Donc, à partir du moment, et c'est un point que je voudrais souligner toujours dans cette introduction, où on relie l'intentionnalité à la question de la conscience, eh bien, on a des positions extrêmes qui peuvent aller donc de l'éliminativisme, refuser absolument qu'il y ait une conscience et donc des gestes intentionnels, au panpsychisme, au contraire, c'est-à-dire essayer d'y voir une forme de conscience émergente. Mais je pense qu'il peut être intéressant, justement, de dissocier l'intentionnalité de la question de la conscience pour éviter de prêter aux algorithmes une conscience similaire à la nôtre, mais envisager qu'elle utilise tout un ensemble de signes et un système symbolique qui peut se voir prêter des propriétés intentionnelles, donc dans une tradition alors qu'on pourrait dire plus wittgensteinienne de l'intentionnalité que phénoménologique, et qui se retrouve notamment chez Nelson Goodman, par exemple, qui préfère à une lecture intentionnaliste de l'art une lecture sémiotique qui en analyse les effets à partir des systèmes symboliques et de leur fonctionnement. Bon, le problème est que depuis John Searle, je l'ai dit, on attend tout de même dans le processus créatif une sorte de point de vue en première personne qui manquerait toujours aux IA génératives. Et je vais donc essayer de poser cette question. Est-il impossible de penser l'art comme une activité intentionnelle qui pourrait inclure l'IA, même entendu en un sens faible, sans conscience, si l'on désactive certains des présupposés entourant l'intentionnalité source de première personne qui devrait en être à l'origine? Alors, pour donner un schéma de la thèse critique que j'entends discuter, la forme type canonique prétend tout d'abord que tout art est en une certaine mesure intentionnel, que l'IA n'est pas intentionnelle et donc que l'IA ne fait pas d'art. Mais on peut se faire l'avocat du diable en suivant deux lignes argumentatives, évidemment. D'une part, en notant que l'art est un terme ambigu qui désigne à la fois les pratiques artistiques et leurs résultats. Et donc, on peut discuter la thèse de l'intentionnalité de l'art au moins sur le plan de la pratique, même si nous allons voir que pour le résultat, à savoir l'œuvre d'art, il est peut-être nécessaire de maintenir quelque chose comme une lecture intentionnelle. Et dès lors, on pourra discuter le deuxième point, à savoir que l'IA ne serait pas intentionnelle. C'est une thèse qui est peut-être acceptable, encore une fois, pour l'IA elle-même, si on associe l'intentionnalité à la conscience, mais qui est certainement critiquable pour le résultat, à savoir l'œuvre générative. Je vais en parler dans un instant. Et donc, cette conclusion que l'IA ne fait pas d'art, à mon avis, est critiquable, du moins, et c'est le dernier point que j'aborderai dans mon exposé, dès lors qu'un dispositif de distanciation permet au public de lire les intentions spécifiques de l'art génératif.
Et je pense que tout l'intérêt de l'art génératif n'est pas de copier les intentionnalités humaines et le geste artistique humain, mais finalement de faire émerger un ensemble d'intentionnalités propres que le public parviendra à lire comme les intentionnalités de l'œuvre générative elle-même. Donc, le plan de cette présentation, rapidement, va d'abord questionner le premier présupposé, la nature intentionnelle de l'art. Ensuite, la question de l'absence d'intentionnalité de l'IA, si l'intentionnalité est nécessaire à la création artistique. Ensuite, j'essaierai de décrire ce que j'appelle les intentionnalités médiées de l'IA, qui, à mon avis, parcourent non seulement la production des IA, mais sans doute aussi une part du processus génératif, sans qu'on ait à l'associer à la conscience. Et enfin, donc, j'essaierai de m'arrêter sur ce dispositif de distanciation dont je parlais, qui permet d'avoir une lecture intentionnelle intéressante des œuvres génératives. Alors, première question, l'art est-il nécessairement intentionnel ? Il se trouve que, donc, je vais utiliser une définition relativement large de l'intentionnalité, qu'on trouve par exemple dans le petit « Qu'est-ce que l'intentionnalité » de Valérie Aucouturier, qui désigne à la fois donc, la manière qu'ont les consciences humaines, mais aussi les signes qu'elles utilisent de se diriger vers une chose extérieure, matérielle ou idéale, voire vers le monde. Mais disons qu'il s'agit d'une structure de renvoi qui, à partir d'un certain point de vue, génère du sens. C'est aussi une définition utilisée par John Searle, cette idée de structure de renvoi qui ne serait pas spécifique à tous les états mentaux, dit Searle, mais selon lui, qui reste attaché au niveau intentionnel comme source première à certains états mentaux, les signes communicationnels n'ayant qu'une intentionnalité dérivée de cette source première. C'est un point que nous allons discuter. Alors, j'ai fait un petit schéma de l'ensemble des réseaux intentionnels qu'on peut retrouver dans une œuvre d'art. C'est une proposition, mais souvent, on fait partir l'œuvre d'art d'un processus qui serait créatif dans un geste intentionnel de l'artiste, qui se dirigerait intentionnellement vers le monde d'après un certain voir, qui serait propre peut-être à sa conscience incarnée, monde matériel ou idéal, qu'il chercherait à représenter, ou bien à certaines présences qu'il chercherait à présenter dans les arts de la présentation, et aussi un rapport à soi qui guiderait l'authenticité du geste artistique, après quoi, donc, il viserait aussi intentionnellement un projet artistique qui n'est jamais une idée arrêtée, mais qui, en négociation avec une matière et dans des allers-retours avec la matière et ses accidents, transporterait le processus créatif vers une œuvre entendu comme objet intentionnel, puisque à partir d'un objet matériel, il faut en faire une certaine lecture intentionnelle, ce que fait le public en lisant ces signes, qui eux-mêmes ont une structure de renvoi vers la matière que l'œuvre exemplifie, vers l'artiste que peut-être dont l'œuvre exprime certains des traits intentionnels, et vers le monde qui peut être dénoté ou exprimé par l'œuvre. Donc là aussi, dans une structure de renvoi de ces signes. Avec, je l'indique tout de suite, une forme d'opacité de ces structures de renvoi dans l'œuvre d'art, puisqu'il ne s'agit pas d'une intentionnalité communicationnelle classique. On va aussi s'y arrêter. Dans un tel schéma, il semble qu'il faille un agent intentionnel comme point nodal, peut-être point source, de ce réseau structurel. C'est une affirmation qu'on trouve par exemple chez Berisgoat, qui impliquerait donc qu'il faille toujours un artiste. Du côté des signes, cependant, il y a des structures de renvoi qui semblent fonctionner de manière autonome, et par exemple, Nelson Goodman a essayé d'en faire une description en termes de symptômes de l'art, pour donner une définition donc ouverte de l'art, mais en notant tout un ensemble de symptômes dont la richesse sémantique et syntaxique et la multiplicité des modes de référence qui font partie des structures de renvoi propres à un objet qui peut fonctionner comme art, même si il n'est pas toujours lu comme art à certaines époques de l'histoire, par exemple. Et pour le public, il y a aussi
une activité intentionnelle dans la manière de remonter à partir des signes de l'œuvre d'art, peut-être aux intentions du public, de l'artiste, ce qui peut faire partie des critères d'appréciation ou de compréhension d'une œuvre d'art. Et puis, ça peut amener le public à une activité intentionnelle qui mime le geste créatif lui-même dans une sorte de reenactment qui implique de faire du spectateur une sorte d'artiste de second degré où son intentionnalité compterait dans la nature artistique de l'objet, de l'artefact ou de la performance. Alors, on peut cependant opposer certaines objections à cette première description de l'intentionnalité des œuvres d'art. D'une part, il se trouve que c'est une lecture peut-être un peu traditionnaliste qui accorde trop à l'intention de l'artiste lui-même. Beaucoup de philosophies de l'art, de Bergson à Deleuze par exemple, ont décrit le travail créatif comme une négociation avec la matière, avec ses accidents, où l'artiste n'a jamais d'intention arrêtée et d'idée précise de l'œuvre qu'il va créer avant de rencontrer les difficultés pratiques de la création qui oriente son projet vers une certaine virtualité plutôt qu'une œuvre possible qu'il aurait directement en tête et dont il aurait l'intention précise. Mais en outre, et c'est un point peut-être plus important, tout un ensemble de pratiques artistiques au fil de l'histoire de l'art sont sorties de cette description intentionnelle de l'art, et en particulier de l'attachement à une figure artistique qui aurait un projet intentionnel de créer de l'art. On peut penser à l'art modeste, l'art artisanal, l'art traditionnel tout simplement, qui n'a pas eu de recherche stylistique personnelle nécessairement, de quête d'inventivité, d'originalité, comme on en attache souvent à la figure intentionnelle de l'artiste. Tout un ensemble d'art collectifs peut être dit aussi non octorial, depuis les chants des Aèdes antiques jusqu'aux farces et chansons médiévales, par exemple. Et finalement, l'idée qu'un artiste exprimerait une intention individuelle originale est peut-être attachée à un paradigme individualiste moderne qui fait de l'originalité une valeur récente en art. Tout un ensemble d'œuvres d'art évite aussi la relation intentionnelle au monde, que ce soit l'art décoratif, l'art des frises ou certaines formes de l'art abstrait qui refusent l'idée d'exprimer quoi que ce soit ou de viser quoi que ce soit. Et puis, il y a tout un ensemble de projets artistiques qui ne partent pas donc d'une source intentionnelle, tout simplement parce qu'il n'y a pas conscience de faire de l'art, ce qui peut être le cas de l'art brut, ou finalement que l'intention qui domine n'est pas celle de l'artiste, mais plutôt celle d'un commanditaire, donc le créateur étant dissocié de l'intention source à l'origine de l'œuvre. J'ai mis quelques exemples de ce que cela pouvait signifier, mais on voit qu'à un millénaire d'écart, le motif du Christ Pantocrator ne cherche pas tant la variation que l'identité, et que finalement l'idée d'une expression artistique intentionnelle est peut-être moins importante que la fidélité à certains modèles à illustrer, et qui sont la commande en quelque sorte de l'œuvre. On peut penser aussi à cette œuvre commandée par le pape Clément VII à Michel-Ange, le Jugement dernier, qui peut être comparée finalement au geste d'un usager face à une IA qui prompterait l'IA, puisqu'il y a suggestion du thème qui s'inscrit dans un ensemble d'une tradition picturale de représentation du Jugement dernier. On impose aussi à l'artiste un espace, celui de la chapelle Sixtine, et puis un ensemble de règles morales. On disait précédemment qu'on reprochait aux IA leur pudeur, par exemple, ou leur restriction morale, mais il se trouve qu'on a fait repeindre une partie des nus de Michel-Ange par un autre peintre surnommé le Braguetton, puisque l'Église peinait à regarder tous ces corps nus sur la façade de la chapelle Sixtine. Donc, disons que si l'artiste peut-être se réapproprie, en effet, le projet commandé ici, eh bien, cette réappropriation se fait à partir donc d'une intentionnalité dont l'artiste n'est pas la source directe.
Il se trouve aussi que tout un ensemble de pratiques artistiques, on l'a évoqué précédemment, refusent l'idée qu'une intention créatrice serait la source du processus créatif, notamment dans l'accent mis sur le hasard, aussi bien donc les mobiles de Tinguely qui dessinent à partir d'un mouvement mécanique, que les mots tirés au sort des poèmes de Tristan Tzara, l'art des performances qui implique une participation imprévisible du public, ou encore toute une tradition de l'art numérique qui précède les IA génératives et qui utilisait déjà l'idée donc qu'un mouvement aléatoire comme le pixel blanc d'Antoine Schmitt pouvait créer des formes fascinantes pour le public, y compris donc sans aucune intention, puisqu'il s'agissait d'un mouvement probabiliste devant lequel le public pouvait rester longtemps fasciné. Il se trouve de manière plus générale encore que l'art du XXe siècle a fait exploser beaucoup des figures les plus traditionnelles qu'on attachait à l'intentionnalité créatrice, avec un processus de dédéfinition décrit par Harold Rosenberg, qui donc a attribué à l'art la seule mission de repousser toujours plus loin les limites de l'art, y compris donc en faisant entrer des formes plastiques très diverses et des agents naturels ou artificiels dont certains au moins peuvent être dits non intentionnels. C'est pourquoi d'ailleurs on a souvent remplacé la question essentialiste de qu'est-ce que l'art par une question plus modeste, quand y a-t-il art, au sens de quand quelque chose peut fonctionner comme un système de renvoi, en particulier donc un système symbolique, et c'est la question que pose Goodman dans Manière de faire des mondes. Il récuse une forme de lecture intentionnaliste du processus créatif pour s'arrêter plutôt sur le fonctionnement des symboles en interne d'une œuvre d'art. Alors, cela dit, et tout en soulignant un ensemble de critiques qui ont été faites aux lectures intentionnalistes de l'œuvre d'art. J'ai mis deux exemples, mais on reproche souvent, depuis Proust par exemple, à les lectures qui renverraient donc une œuvre d'art à la biographie de son auteur, à ses intentions, à ses manières de figurer le monde réel qui l'entoure. Et Wimsatt et Beardsley ont parlé d'erreurs intentionnelles dans le fait de vouloir lire donc les intentions d'un artiste dans son œuvre, alors que souvent on n'en disposait pas, et qu'une œuvre pouvait fonctionner contre les intentions initiales d'un artiste et de son projet créatif. Il n'en reste pas moins, et c'est le point que je voudrais défendre, que nous avons peut-être besoin d'une lecture intentionnelle dans un sens minimal, donc celle qui n'attache pas l'intentionnalité de l'œuvre à la conscience d'un artiste, mais qui la fait fonctionner tout de même comme une structure de renvoi qu'on peut dire intentionnelle. On trouve cette idée notamment chez Danto dans la transfiguration du banal, qu'un artefact quelconque, même un objet trouvé, doit fonctionner comme structure de renvoi, comme une image ayant une référence, pour qu'un travail interprétatif soit mis en œuvre qui rende finalement cet objet trouvé intéressant. S'il n'a pas été créé par un humain, le simple fait qu'il soit montré, exposé, interroge le spectateur sur les qualités artistiques de l'objet en question et oblige à penser l'écart qu'il y aurait entre l'image que cet objet constitue et sa référence, et un écart qui se situe dans ce qu'on parle parfois de semi-opacité, puisqu'il s'agirait de suivre la piste intentionnelle de l'œuvre, tout en étant incertain de sa référence, qui reste dans les projets artistiques relativement opaque, relativement difficile à interpréter, d'où le plaisir herméneutique. Alors, si on accorde donc ce point, à savoir qu'on a besoin d'une lecture intentionnelle de l'œuvre d'art, quand bien même on dissocierait l'œuvre d'art de la conscience créatrice intentionnelle de l'artiste, eh bien, il reste à savoir si l'IA peut être décrite comme un simple algorithme dénué de toute intentionnalité. J'ai noté hier quelques-unes des formules pour décrire l'IA qui ont été utilisées de la part donc, de ces critiques, qu'on y voit un perroquet stochastique, un autocompléteur perfectionné de prédiction de texte,
un module qui serait purement langagier, un programme fermé sur lui-même, sans lien au réel. Il semble donc que beaucoup des critiques refusent de voir dans l'IA un agent intentionnel. Une partie, au moins, de ces critiques trouvent leur point d'origine dans, à mon avis, l'objection majeure qu'a fait John Searle à la compréhension informatique de l'information, au traitement de l'information, avec donc le cas bien connu de la chambre chinoise. Un ordinateur est un peu comme un individu enfermé dans une chambre à qui on aurait donné un codex pour, entre guillemets, parler chinois, mais qui ne comprendrait aucun des messages qu'il fait passer, même correctement, de sorte qu'il aurait un traitement purement syntaxique et non sémantique de ce qu'il fait, de l'information qu'il fait passer. Alors, il y a pu avoir plusieurs réponses bien connues du côté de ceux qui voulaient défendre une IA forte, du côté de Kurzweil ou de Pilichin, qui affirmaient que finalement l'humain à l'intérieur de la chambre chinoise n'était que le processeur de l'ordinateur, et que c'était la chambre qui pensait ou qui parlait, de même que c'est l'ordinateur en son entier qui traite correctement l'information de manière intentionnelle. Mais il est resté donc cette idée searlienne que l'intentionnalité et le sens intentionnel ne pouvaient être traités que par des consciences qui trouvaient leur origine dans un corps biologique et notre cerveau. Alors, à cet argument qui impliquerait donc une IA toujours aveugle au sens en première personne de ses contenus, et donc incapable d'un projet artistique a fortiori, je voudrais opposer l'idée donc qu'il y a dans les IA génératives contemporaines un assemblage de mots, de figures ou de concepts corrects qui semble une production synthétique de sens intentionnel, quand bien même l'IA n'aurait pas de conscience de ce sens intentionnel. En fait, les critiques de Searle portaient sur le projet de l'IA symbolique, comme on dit, un projet computationnaliste qui partait donc de définitions préétablies, de règles logiques implémentées par les programmeurs et de représentations fixes de certains objets, dont en effet on pouvait dire qu'ils n'étaient qu'un ensemble de règles syntaxiques. Il se trouve que l'IA dite connexionniste, qui a été le projet concurrent de l'IA symbolique, et ses extensions dans l'apprentissage profond et le deep learning dans les années 90, on procède de manière beaucoup plus intuitive et inductive en traitant de larges corpus de données pour faire ressortir de ces corpus des saillances qui, finalement, ne sont pas, à proprement parler, des représentations pré-implémentées et logiques, mais qui produisent une sorte de modèle du monde qui serait de nature représentationnelle à force donc de créer des corrélations entre les termes que nous utilisons ou les figures que nous utilisons et les situations où elles apparaissent. Et il semble à ce moment qu'on puisse dire qu'il y a là un niveau sémantique qui serait atteint par ces IA, qui utilisent parfois aussi du symbolique, on parle d'IA neurosymbolique aujourd'hui, mais qui sont d'origine connexionniste pour les IA génératives contemporaines. À ce moment-là, donc, pour défendre ce niveau sémantique, il faudrait adopter une de ces deux stratégies, soit minorer l'écart entre les pratiques intentionnelles humaines et l'IA. On va voir le risque est d'éliminer la spécificité de la conscience humaine, et donc je ne suis pas sûr que ce soit la bonne piste, soit défendre, c'est ce que je vais défendre, l'existence d'une intentionnalité hors de la conscience psychologique et indépendante de cette conscience, plutôt que dérivée, c'est l'autre point qu'on va voir. Bon, la première stratégie, très rapidement, serait de dire donc que ce que Searle décrit chez l'humain comme une conscience qui serait intrinsèquement intelligente, alors que les performances des IA ne seraient finalement qu'une intentionnalité comme si, que nous projetterions de manière anthropomorphique sur l'IA, rencontre deux sortes d'écueils. D'abord, on pourrait en dire autant de ce que nous connaissons de l'intentionnalité d'autrui, puisque
les autres, finalement, ne m'apparaissent que dans les communications symboliques et les signaux qu'ils me communiquent. Je n'ai pas accès à leur intériorité en première personne, et donc je n'ai aucune certitude dans ce cas sur leur intentionnalité première, en quelque sorte, ce qui ne ferait pas de différence avec les IA. Et puis, on pourrait même aller jusqu'à dire finalement que l'intentionnalité première que Searle admet comme un fait du monde, à savoir que nous sommes conscients, nous humains, d'avoir une intentionnalité, pourrait n'être qu'un rapport à nos propres systèmes symboliques, à savoir un rapport de confiance aux signes qu'utilise notre pensée et de transparence avec ces signes qui empêchent finalement les doutes et la réflexivité sur ce système symbolique, mais ce serait une manière finalement de réduire la conscience même personnelle à un traitement symbolique de l'information fluide. Alors, je ne suivrai pas cette piste, et c'est un peu long à développer, mais parce que finalement, il me semble que c'est abandonner une des spécificités du traitement très intéressant qu'ont fait les sciences cognitives et la philosophie de l'esprit ces dernières décennies de la conscience, et de la nature d'une conscience d'ailleurs qui prend sans doute plusieurs formes, y compris dans le monde animal, qu'il ne sert à rien d'écraser ou de naturaliser en direction donc d'un programme de même nature que les algorithmes d'intelligence artificielle. Par contre, il peut être intéressant d'essayer de décrire les fonctionnements intentionnels des IA génératives indépendamment de ces consciences. Et quand Searle parle finalement pour les signes que nous utilisons d'intentionnalité dérivée par rapport à l'intentionnalité source de la conscience, eh bien, il me semble qu'il se repose sur un a priori, à savoir la nécessité d'une intentionnalité source de nature humaine et biologique qu'on peut contester. Alors, pour nous arrêter un peu sur le fonctionnement de ces IA génératives, d'abord, on dit qu'elles sont entraînées sur de larges corpus qui sont non seulement des corpus textuels, mais des œuvres humaines, alors vectorisées, donc transformées en chiffres, si l'on veut, mais qui ne sont pas que des descriptions textuelles de ces œuvres, qui sont finalement des moyennes statistiques sur l'assemblage de leurs pixels, de leurs formes, où l'IA apprend à reconnaître au milieu du bruit des figures, et les figures justes qui peuvent être utilisées dans certains contextes donnés, tels que nous avons pu nous-mêmes les représenter à travers l'histoire de l'art. En cela, il y a un processus qui pourrait sembler relativement similaire à l'inspiration des artistes, qui eux-mêmes ne créent jamais ex nihilo, mais à partir de modèles, aussi bien dans les musées que les ateliers d'artistes. Et si, évidemment, l'apprentissage d'un étudiant en art requiert moins de millions et de milliards de données que l'entraînement d'une IA, c'est tout simplement dû à une nature différente de leur traitement de l'information. Il ne s'agit pas de les écraser et de les identifier, mais le fait que l'IA s'appuie sur tout un ensemble d'œuvres humaines impliquerait qu'elle puisse récupérer une partie de leur intentionnalité et de la manière dont elle vise le monde. Il se trouve que, précisément, l'IA a capacité à faire sens par le bon maniement des signes que nous reconnaissons. Il y a un sens à appliquer une lecture intentionnelle à ce type d'image. Il y a quelques années déjà, l'idée qu'en compilant l'ensemble des Rembrandt, on pourrait créer une sorte de nouveau Rembrandt, dont on reconnaît, et on a raison de reconnaître certains des traits stylistiques, mais aussi aujourd'hui tout un ensemble d'œuvres dont on ne parvient pas réellement à reconnaître l'origine des modèles, même si on peut penser à cet exemple que j'ai demandé à ChatGPT de générer, à certaines peintures de Giacometti peut-être, à certains fonds d'œuvres contemporaines, de l'expressionnisme, mais il s'agit d'une sorte d'interprétation des systèmes symboliques qui fonctionnent pour exemplifier une émotion ou un geste tel que le cri, qu'il fait sens d'interpréter intentionnellement. Alors, cela reste, pour quelqu'un comme Searle, tout un ensemble d'intentionnalités dérivées, encore une fois. Dans les signes, il y aurait en effet un fonctionnement d'un système de renvoi, mais qui reviendrait à l'intentionnalité source de celui qui les émet. Donc, en définitive, d'une conscience incarnée dans un certain système biologique humain.
Un argument que j'essaye de poser à cette idée, c'est celui de l'externalisme sémantique. Il est un peu long à exposer, mais globalement, qui revient à dire que le sens n'est peut-être pas dans nos têtes, mais plutôt dans le lien qu'entretiennent des signes avec certains objets du monde et avec la communauté interprétative des interlocuteurs. C'est ce que Putnam, par exemple, appelle la division du travail linguistique. Ça pourrait sembler un argument en défaveur de l'IA si on estime qu'elle n'a pas de lien direct avec le monde et que ces signes donc sont sans lien causal avec des objets réels qui pourraient définir et restreindre leur extension. Mais si on met plutôt l'accent sur la deuxième partie de l'argument de Putnam, à savoir la division du travail linguistique, et qu'on considère qu'en effet, le sens, par exemple, de nos systèmes symboliques n'est pas dans notre tête, mais dans le bon usage qu'en font un ensemble d'interlocuteurs, il semble que l'IA soit tout à fait capable d'imiter ces usages, et de même que nous apprenons tout un ensemble de mots, par exemple de jargon ou d'argot, sans comprendre réellement toujours leur sens ou sans en avoir une définition précise, mais parce que nous avons compris dans un certain contexte comment les utiliser de manière fatigue en nous insérant dans une communauté qui les utilise déjà, eh bien on peut dire que l'IA, elle aussi, observe nos manières d'utiliser certains signes en contexte et sait ensuite les utiliser correctement, quand bien même elle n'aurait pas conscience en première personne d'un sens intérieur, d'une sémantique intérieure à ces signes. Bon, j'ai mis un peu trop de texte sans doute sur ma présentation, mais pour le dire rapidement, la question qui se pose une fois qu'on admet qu'une lecture intentionnelle est possible des systèmes symboliques générés par IA, c'est de savoir si c'est une intentionnalité proprement créative, s'il ne manque pas toujours quelque chose comme une richesse d'un rapport au monde aux IA qui ferait qu'elles sont pauvres en monde, voire privées de monde, et qu'en définitive, elles ne savent pas utiliser les signes d'une manière originale qui réinventerait ce rapport au monde, qui permettrait aux humains de voir le monde d'une manière différente, d'en révéler ou d'en exposer certaines des dimensions, ce qu'on attend en général de l'intentionnalité artistique. Quand certains artistes essayent d'apprendre à voir à l'IA, comme Memo Atken dans Learning to See, il semble que ce soit un fantasme du voir machinique qui reconduit toujours à nos modèles et nos commandes, sans que l'IA ait à proprement parler un point de vue propre. Et en effet, tout un ensemble de commentateurs aujourd'hui, comme Clarence Combe, tendent à accorder à l'IA une forme de participation au processus créatif, mais qui est plutôt de l'ordre de la production que de la création, parce que finalement, eh bien, ce serait d'abord un système à transmettre des signes, et non donc une intentionnalité qui nous ferait voir le monde autrement à partir d'un voir artistique, même si elle admet que ça n'est pas une limite transcendantale et que l'IA pourrait évoluer, selon elle, en direction notamment d'états comme les intentions. Pour autant, je voudrais défendre l'idée qu'il y a des intentions dans le processus créatif qui sont propres au fonctionnement des IA génératives actuelles, et qu'on pourrait appeler des intentions médiées. Alors, évidemment, on pourrait d'abord dire que l'intention principale de toute œuvre générative, c'est celle de son créateur, qui part d'un certain projet et qui va utiliser l'IA comme un outil. Je pense que c'est un point qui est relativement acquis quand on artifie les productions récentes des œuvres génératives en les présentant avec leur auteur. Mais la question qui se pose est de savoir si dans le processus génératif, l'IA a un ajout créatif, comme je le demandais, et il me semble que oui, dès lors qu'on tient compte de l'ensemble des entrecroisements, des diverses intentionnalités qui traversent l'IA. Non seulement il y a celle de l'usager, mais celle des programmeurs, celle de la plateforme, qui tend à nous faire adopter certains usages. Il y a évidemment celle du dataset, des modèles, qui elles-mêmes renvoient à l'intentionnalité de nos représentations sociales, et le tout donc va produire une génération en direction de laquelle l'usager humain, qui en est le premier spectateur, va procéder donc à une évaluation pour savoir si elle lui convient ou non. Le résultat, en fait, de ces divers gestes intentionnels qui s'entrecroisent, c'est une imprévisibilité
qui peut être comparée à celle de l'improvisation musicale, où même quand on suit des patterns d'improvisation, le résultat n'est jamais tout à fait anticipable à aucun des musiciens. Il se trouve que un troisième niveau d'intentionnalité peut être noté, que j'essaye de défendre dans le livre L'art des IA plus en détail, mais c'est l'idée que le prompting lui-même crée une intentionnalité que j'appellerais dialogique. C'est-à-dire que l'usager n'a pas à l'avance toujours une idée précise de ce qu'il désire, ou en tout cas, son projet se spécifie d'abord dans la verbalisation, le fait d'écrire un prompt, qui souvent clarifie les idées, mais aussi dans les limites qu'il rencontre au modèle qu'il utilise, qu'il va comprendre de mieux en mieux à mesure qu'il prompte, et en retour, le modèle, en général, mémorise les indications précédentes de son usager et se rapproche de plus en plus de l'ensemble des connotations, des valeurs et des goûts de son usager, de sorte que le résultat final est l'œuvre d'un processus qui peut parfois demander des dizaines, des centaines de générations, mais où une intentionnalité en dialogue entre l'humain et la machine a émergé. J'ai mis quelques exemples de génération personnelle, de scintigraphie, donc des photographies de synthèse, qui ont pris une dizaine ou une douzaine de commandes à partir d'un thème, l'ennui de l'enfance, de la compréhension des modèles de Stable Diffusion qui pouvaient amener à quelque chose à mon goût, en impliquant des choix de cadre, des choix de légère asymétrie pour les fenêtres de l'ennui de l'enfance, de contre-plongée pour cette guitariste cubaine, etc., où je n'avais pas du tout d'idée à l'avance de ce à quoi ressemblerait l'œuvre finalement. Enfin, je dis l'œuvre sans me prétendre artiste moi-même d'ailleurs. Il semble en fait que ces aspects socio-idéologiques soient aussi au cœur de la création artistique humaine. Et en ça, on pourrait accepter une extension du concept d'art à ces résultats, car l'appréciation d'un travail artistique n'est jamais le jugement simplement de l'intention artistique d'un auteur, mais toujours la compréhension d'une œuvre d'après tout un contexte d'intentionnalité sociale, un contexte de commande, de création et d'exposition que le spectateur connaît plus ou moins, mais qu'il anticipe dans la lecture de son œuvre. Bon, je vais passer un peu rapidement sur ces points, mais il se trouve que en plus de ces intentionnalités, on pourrait discuter dans les modèles à venir des IA de la possibilité désormais que certaines IA robotiques aient un Iketnunk, donc un lien direct avec le monde, ce qui créerait un lien intentionnel de plus. Et également, donc, mais je suis obligé de passer un peu vite sur ce point, l'IA, dans ce qu'on appelle son espace latent, a des capacités intentionnelles qui lui sont peut-être propres dans la manière qu'elle a non seulement de vectoriser ces modèles, mais de les transformer par interpolation et de viser des résultats qui n'appartiennent pas directement à sa banque de modèles. Je reprends le concept de créativité exploratoire de Margaret Boden, mais on peut s'imaginer que tout genre artistique est un peu comme un ensemble de règles du jeu, par exemple l'art du sonnet ou l'art du portrait, et ces règles du jeu dessinent autant de cases sur un damier où une figure peut être traitée de différentes façons. Certaines ont été déjà utilisées par les humains, d'autres non, et l'IA peut aller explorer les possibilités qui n'ont pas encore été exploitées par les humains et donc arriver à quelque chose comme une imagination artificielle. C'est un terme souvent employé par exemple par Grégory Chatonsky, IA-artiste et commentateur de cette IA. Je terminerai sur l'idée que pour apprécier pleinement ces réseaux intentionnels propres à l'IA, il faut à mon avis un dispositif de distanciation qui permet de regarder ces générations comme issues d'un processus artificiel génératif et non d'un processus intentionnel créatif humain. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'œuvres comme celle de Mario Klingemann de montrer donc des portraits évolutifs avec une boîte qui contient le processeur de son IA et sous une forme d'ailleurs un peu rétro, qui incarne en tout cas l'IA et qui montre au spectateur qu'il est en train de voir une œuvre générative avec, disons, son moteur de génération présent. Quand on lit les œuvres d'IA de manière illusionniste, en pensant que ce sont des œuvres humaines, on craint toujours évidemment d'être trompé, on craint à la fois la tromperie de l'information, du deepfake, et le remplacement des artistes humains.
Mais il faut sortir, c'est ce que disent Chatonsky et Someni, de ce paradigme de la copie pour apprécier dans les œuvres d'IA leur intentionnalité propre et ce qu'elles visent vraiment. Quand vous avez ce portrait d'Edmond Bellamy du collectif Obvious, il n'indique pas, sa référence n'est pas quelqu'un qui aurait posé pour le portrait dans le monde réel, évidemment, mais c'est un portrait de tous nos portraits, c'est-à-dire de l'ensemble des portraits qui ont été synthétisés dans sa banque de modèles. Donc, en un sens, le cadre, l'algorithme, qui est la signature en bas à droite, de Ian Goodfellow, donc, qui donne son nom aussi à Bellamy, en traduction française, eh bien, ce sont des dispositifs pour nous faire regarder cette œuvre comme une forme finalement de synthèse et de compréhension totale du genre du portrait. Ça ne renvoie pas à un objet du monde, mais, disons, à la banque de représentation sociale que nous nous faisons de ce genre artistique. Beaucoup d'artistes utilisent justement cette fonction de l'IA pour entraîner des effets de révélation, qui sont justement des attendus de l'art. En particulier, Ito Steyerl, par exemple, montre l'ensemble des biais qui peuvent être racistes de nos imaginaires culturels et sociaux, puisque beaucoup de modèles d'IA sont entraînés sur des visages plutôt caucasiens et que le vieillissement qu'on demande à une IA d'un visage asiatique le transforme, dit-elle, en vieille sorcière. Elle considère que ce sont des mean images, au sens d'images moyennes, mais aussi méchantes et demeaning parfois, c'est-à-dire humiliantes, mais qui renvoient en fait à leur référence, à savoir les productions culturelles humaines et la manière dont elles dépeignent les différentes ethnies, par exemple, et les différents genres aussi. Bon, beaucoup de projets artistiques utilisent à ce moment-là l'IA pour renvoyer une certaine image de nos imaginaires sociaux, c'est souvent les projets de Lev Manovich, et on peut, c'est intéressant, le faire en tant qu'amateur aussi. C'est ce dernier point sur lequel j'insiste, parce qu'on a beaucoup parlé des artistes professionnels, mais quand je demande à une IA comme Stable Diffusion et ensuite DALL-E de me proposer la boisson préférée des philosophes, l'une me présente une sorte d'alcool, l'autre du café, donc il y a une version du philosophe enivré, l'autre du philosophe sérieux et studieux, qui sont autant d'imaginaires sociaux de la philosophie auxquels je peux m'identifier ou que je peux refuser, mais qui nous font réfléchir, dans un geste de lecture intentionnelle, au modèle d'entraînement de ces deux IA différentes, à la manière dont elles renvoient à des représentations différentes de la sociologie, de la philosophie. Idem pour le voleur, un criminel en col blanc, un criminel racisé mais exposé sous une forme ludique et enfantine peut-être pour DALL-E. Ce sont des imaginaires sociaux qu'il vaut la peine d'analyser et d'interpréter. Et puis on tombe sur des œuvres parfois extrêmement énigmatiques, j'ai mis cet exemple, qui engagent tout un travail interprétatif. Qu'est-ce qui a pu entraîner Stable Diffusion à ce portrait étrange du plus grand cauchemar pour un homme du Moyen-Âge, c'est mon prompt, un retour de croisade d'un chevalier devant un roi nu, une peur de l'homosexualité, autant de motifs dans la disproportion aussi des figures qui interrogent sur ce à quoi renvoie réellement cette représentation dans une banque de données qui est celle de nos représentations sociales. On peut évidemment jouer de ces renvois, y compris dans les ratés de l'IA. Donc, je propose quelques concepts pour terminer dans le livre L'art des IA. Je pense qu'il faut regarder de manière intentionnelle les images d'IA non pas comme des représentations d'objets du monde, mais comme de re-représentations, des représentations de nos représentations ou des images de nos images. Un portrait du couple Sartre-Beauvoir n'est pas, disons, une illusion qu'on imposerait au spectateur, mais renvoie au contraire à notre imaginaire contemporain du couple que paradoxalement Sartre et Beauvoir avaient essayé de déconstruire, mais qu'on retrouve peut-être modernisé d'ailleurs par rapport à leur époque, puisqu'il est affection, un geste d'affection de l'homme qui aurait peut-être été moins tendre dans les années 50, mais qui en même temps, évidemment, n'est pas trompeur si l'on sait qu'on ne regarde pas une photo de Sartre et Beauvoir, mais plutôt une représentation contemporaine du couple. Il en va de même, à mon avis, des visages et des deepfakes qui inquiètent très souvent, si on sait les regarder, et c'est le cas en fait de beaucoup de spectateurs, comme des emprunts de masques, ce que j'appelle les prosopocitations, puisque ce sont en fait des citations de visages dans lesquelles on retrouve tout un plaisir carnavalesque de prendre des figures connues et de les placer dans des contextes inversés, parfois pour des effets humoristiques, tout en sachant qu'ils n'ont jamais prononcé les paroles qu'on leur fait prononcer, mais parce que nous regardons, disons, ces masques et que nous les empruntons pour reconstruire une situation qui est fictionnelle.
On pourrait imaginer même créer un nouveau genre documentaire où nous empruntons les visages des personnes dont nous faisons le biopic au lieu de les incarner par des acteurs qui souvent imposent leur propre image et leur propre célébrité à ces spectacles. Enfin, et on va parler de musique tout à l'heure, je pense qu'on peut aussi viser les musiques génératives comme des citations de timbres et de voix. La musique a souvent fait du sampling de motifs mélodiques ou harmoniques, mais c'est la première fois dans son histoire, je crois, qu'elle peut citer des timbres de voix dont on sait qu'ils n'ont pas chanté les chansons en question. Et il ne s'agit pas d'être illusionné, mais de prendre plaisir à une structure de renvoi au timbre précis de l'artiste en question, pour des plaisirs du décalage, des plaisirs thanaturgiques de faire revivre des artistes morts, mais aussi un plaisir, à mon avis, acousmatique, à écouter un timbre précis de voix et à lui faire chanter les chansons que nous désirons, tout en sachant qu'il ne s'agit pas donc de production originale de l'artiste. J'ai indiqué ici un texte de Grégory Chatonsky, l'IA-artiste dont je parlais, qui est assez intéressant dans sa manière de proposer des principes à l'IA contemporaine, mais notamment la non-substitution, à savoir que c'est un art, si on l'interprète intentionnellement correctement, qui ne concurrence pas l'art humain et son intentionnalité, mais qui doit être pensé à côté de l'art humain, et un principe de visibilité, alors qui a des répercussions politiques, mais qui implique notamment de mettre le processus génératif lui-même dans l'exposition de son œuvre pour que nous comprenions à partir de quoi l'œuvre est générée et que nous la lisions intentionnellement correctement. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Il y a, à mon avis, dans ces œuvres un potentiel créatif imprévisible. Une lecture intentionnelle peut en être faite à partir des intentionnalités médiées qui la traversent et de l'intentionnalité dialogique qui en émerge. Et cependant, donc, il faut lire cette intentionnalité propre aux œuvres d'IA, et non à la conscience des IA, à partir d'un dispositif de distanciation qui nous permet d'en saisir l'intentionnalité propre. Je vous remercie.